combien il est possible d'être étudiant? Et donc, merci, Bill. Merci, Doudou. Merci, Touré. Merci beaucoup, Sénégalais et tout. Nous allons attaquer le second et dernier panel de la journée, de la matinée. Donc, vous savez, le rêve par rapport au rêve. Lénine disait qu'il n'est pas individu de rêve. C'est l'homme qui rêve croit en son rêve. Observe la vie et travaille à la réalisation de son rêve. Donc, vous comprenez que les Africains sont là pour la littérature. Donc, le second panel sera animé, sera modéré par le professeur Anicoli. Et le thème, c'est le médiateur de cohésion sociale. Mon frère qui est directeur de sa centre, en souffle à l'oreille, il m'a dit, mais c'est bizarre, vous parlez de littérature et conflit. Alors que tous les thèmes que vous pouvez développer parlent de solutions à ce conflit. Il a parfaitement bien. Donc, le livre de médiateur de cohésion sociale. Et je voudrais appeler Madame Gamora Constance Marianne de Côte d'Ivoire. En fait, je suis sénégalais. Au Sénégal, on m'a dit du Tamara. Excusez-moi, madame. Madame Komara, Constance Marianne de Côte d'Ivoire. Monsieur Ahmed Dissé, du Sénégal. Ahmed Dissé, il est là. Donc, les Sénégalais nous font pour moi. Madame Amélie Ngaï, l'artiste du Sénégal. Monsieur Boumoudou Sam, Monsieur Boumoudou Sam, du Sénégal. C'est mon ami. C'est vraiment une sorte. Omar El Foudouba du Sénégal. Omar El Foudouba. C'est là. Ok, voilà. Et Bourg National, je l'ai pas vu de ce côté. Bourg. C'est là. C'est pas venu. Donc, Bourg de la France. Wow, d'accord. Donc, le thème, c'est le livre de l'évacuation. Et conflit particulier. Et vous êtes qui? Vous êtes Kwasi Kangali, Pierre Kwasi Kangali. Tangonou. Voilà. Voilà. Ça dit dans l'écrit. Et là, c'est mon nom à l'état civil. D'accord. Et vous préférez ça? On dira quoi ça? Voilà. Asseyez-vous. Là? Oui. Comme vous allez du côté là-bas. Ah bon, d'accord. Donc c'est bon. Et lui, c'est? Lui, c'est Gauze. Non, Gauze, c'est l'après-midi. C'est l'après-midi. Ah oui. Restez assis quand même. Voilà, c'est bon. Là, vous avez compris. Voilà, pour tout à l'heure. Combien de temps? Vous avez 45 minutes de débat. Je vous demanderai de permettre pour vous à 2 personnes de prendre la parole. Voilà. D'accord. Merci. Alors, nous allons vérifier d'abord que tout le monde nous entend. Deuxièmement, j'aimerais que ces élèves prennent la parole. Les écrivains sont venus aujourd'hui pour vous permettre de vous exprimer aussi, de donner votre point de vue et de les revivifier. Mon bâton d'enseignante, je l'ai. Vous avez confiance en moi?
Vous prendrez donc la parole pour dire ce que vous avez dans le ventre. Voilà. Vous venez de quel établissement? Lycée Blaise Diagne? Est-ce qu'il y a un autre établissement qui est représenté ici par d'autres élèves? Non? Lycée Blaise Diagne, quelle classe? Première L. D'accord. Merci. Alors aujourd'hui avec vous, chers lycéens, nous allons aborder un thème ainsi intitulé « Le livre, un médiateur de cohésion sociale ». Le livre, un médiateur de cohésion sociale. Depuis le début de cette rencontre internationale, parce qu'il y a des écrivains qui viennent en effet de partout, nous parlons de conflits et de résolution de conflits. Et nous découvrons qu'il y a des écrivains qui s'intéressent aux conflits, même s'il y en a qui les attisent, il y en a beaucoup plus qui cherchent la cohésion, qui cherchent l'entente. Hier, j'ai découvert que les écrivains avaient souvent une double face. Une qui les tire vers ce qu'on appellera le bien et l'autre qui les tire vers ce qu'on appellera le mal. Encore faut-il qu'on s'entende sur ce que signifie bien et mal. Encore faut-il qu'on s'entende sur les limites du bien et les limites du mal. Aujourd'hui, nous verrons un peu plus près de nous comment ces écrivains sont arrivés à travailler à la cohésion sociale. Je prends un exemple très simple. Il paraît que nous sommes les champions de la cohésion sociale au Sénégal, pays de la teranga, nangam, 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 nangam. Donc, on ne se bouffe pas entre nous. Entre catholiques et musulmans, ça se passe très bien, toujours, non? Mais demandez-le aux catholiques. Entre Diola et Serer, ça se passe toujours très bien. Demandez-le aux Diola et aux Serer. Et vous verrez que partout, il y a des niches de petits malheurs, de mésententes. Mais ce qui nous intéresse, c'est notre rêve de cette Afrique unie, notre rêve de ce monde uni, notre rêve de cohésion sociale. Et je vais demander aux panélistes, Madame Kamora Constance Mariam, Madame Komara Constance Mariam, qui nous vient de Côte d'Ivoire, Monsieur Ahmed Guissé, qui n'est pas... Il est absent, c'est un de mes auteurs préférés, je pourrais peut-être parler de lui. Madame Anali Ngaï, qui nous vient de Ngaï Mbekhe, n'est-ce pas? Anali Ngaï, Sénégal. Monsieur Mamadou Sam, que je ne vais pas présenter. Si vous ne le connaissez pas, je vous tue. Mamadou Sam, qui représente aussi le Sénégal, et Monsieur Kwasi Kangonou, qui nous vient de Côte d'Ivoire. Messieurs, dames, je vais veiller à ce que vos livres soient ouverts pour que vous puissiez nous lire des passages qui illustrent la thématique que nous allons aborder. Je souhaiterais aussi que votre auditoire puisse s'approcher de vous pour voir, toucher et lire vos livres. Il ne manque qu'une chose à notre rencontre depuis hier, c'est l'exposition de vos œuvres, c'est la vente de vos œuvres. Alors aujourd'hui, Anna, nous allons commencer par vous, vraiment, et si vous voulez aussi, je passe la main à quelqu'un d'autre, le temps que vous vous prépariez. Ah, bon, d'accord.
Alors, elle n'a pas apporté d'exemplaires de ses œuvres et je suppose qu'il n'y en a pas dans la maison. Il n'y a aucune œuvre d'Anali en bibliothèque. Est-ce que quelqu'un peut vérifier pour nous? Bien. Alors, je vais commencer par une dame, Madame Komara. Bon, je laisse Komara. Constance. Alors, Constance Mariam, je vous en prie, présentez-vous très rapidement, mais présentez-nous ce qui, dans vos ouvrages ou dans l'un de vos ouvrages, représente le mieux la thématique que nous allons aborder. Le livre, Un médiateur de cohésion sociale. À vous. Merci, Madame Curie. Effectivement, je suis Komara Constance Mariam, écrivaine de Côte d'Ivoire, plutôt nouvelliste. Et concernant le thème du jour, avant la cohésion sociale, moi, dans mes ouvrages, je parle plutôt de cohésion familiale. S'il n'y a pas de cohésion familiale, comment est-ce qu'on peut développer la cohésion sociale autour de nous? Et donc, dans mes ouvrages, j'aborde surtout des situations de conflit qui peuvent se produire au sein des familles et pour lesquelles j'apporte quelques pistes de solutions. Donc, moi, ma cohésion est d'abord dans mes ouvrages familiales avant de pouvoir parler de la cohésion sociale. Merci. Merci. Et vous pouvez illustrer par une lecture que vous choisirez, s'il vous plaît, ce que vous venez de nous dire. Il est bon qu'elle nous ramène au premier cercle de la société, la famille, et qu'on voit comment les gens vivent en parfaite mésentente ou en parfaite entente dans les familles, qui ne sont pas toujours exemplaires. Hein? Oui. Merci. Et pendant ce temps, vous êtes prête? Alors, Mamadou Samb, quand on parle de médiateur de cohésion sociale, quelle est l'œuvre qui vous vient aussitôt à l'esprit? Mais présentez-vous d'abord. Merci beaucoup, Madame. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre à la question parce que je représente beaucoup la littérature sénégalaise. Vous faites beaucoup de choses pour la littérature sénégalaise et je ne voudrais jamais vous faites pour que les écrivains inconnus soient au devant de la scène. Je me laisse expliquer que moi j'ai été un des objets donc de ce que vous faites. Et je me souviens que à chaque fois que j'ai écrit un livre, je commence par vous donner le livre d'abord, vous appréciez. Si vous dites que c'est pas bon, je ne publie pas. Et à chaque fois que vous avez dit que c'était bon, j'ai publié. Alors donc, je voudrais dire tout simplement que bon, j'ai un peu été surpris par le fait de vouloir lire un extrait d'un de mes livres, parce que j'ai le choix sur les livres que j'ai ici devant moi. Mais une journaliste vient de m'apporter un de mes livres, Le regard de l'aveugle, et m'a demandé de lire un passage. Et c'est au hasard que j'ouvre une page pour lire ceci. Pour me présenter, je ne sais pas si j'ai besoin de me présenter. Pour vous. Voilà, je suis écrivain et j'ai publié après 16 ouvrages. Et c'est d'abord des romans, surtout des romans, parce que j'ai eu la chance et l'honneur d'être le grand prix des lycéens du Sénégal. J'ai eu aussi la chance d'être nominé au Grand Prix du Président de la République. Je suis aussi Grand Prix Ousmane Sembène du roman. Et pour dire tout simplement que j'ai écrit et des romans, et j'ai écrit aussi des pièces de théâtre,
Et surtout, je me suis lancé ces derniers temps dans les contes. Donc, je viens de sortir un recueil de 6 contes. Et après 6 contes qui sont sortis à la suite de ce recueil de 6 contes. Donc, je suis en train d'expérimenter un peu. Parce que c'est vrai que les romans, c'est important. Mais j'ai été souvent sollicité. Parce que quand même, je suis un enfant du terroir, comme on dit. Je suis de Ngabou Sanghai, un petit village dans le Baol, où grand-mère, mes tantes et mes grandes sœurs me racontent régulièrement des contes. C'est cela qui fait qu'il est de mon devoir, je pense, de partager ça avec les jeunes de maintenant. Je fais des contes non seulement pour les jeunes, mais des contes aussi pour les grandes personnes. Hein? Parce qu'un conte, ce n'est pas seulement pour les enfants. On pense souvent que les contes, c'est fait pour les enfants, mais c'est fait pour tout le monde. Et souvent, je le dis, en Europe, on fait des contes pour endormir les enfants. Quand l'enfant ne dort pas, on lui fait un conte. Ici, c'est le contraire. On fait des contes pour éveiller l'enfant. Et ça aussi, c'est important. Dans un conte, il y a toujours ce qu'on appelle une leçon de morale, hein, ou bien des leçons à apprendre, ce qu'on appelle seulement des leçons apprises, comme on dit, des leçons apprises. Et je pense que je me suis un peu lancé dans ce domaine-là pour un peu, n'est-ce pas, parler de contes. Voilà. Maintenant, pour parler de cohésion sociale, je ne vais pas encore entrer dans le thème, mais c'est pour juste répondre à votre question qui consiste à lire un passage. Ici, j'ai un livre qui s'appelle Le regard de l'aveugle. C'est le livre qui a gagné le Grand Prix des lycées du Sénégal. Et là, je vais lire un passage au hasard comme ça. Hein. La jeune fille s'appelle Oulimata. Et ici, il y a une dame qui lui parle, un docteur qui lui parle, une dame, qui lui dit « Oulimata, tu n'ignores pas que dans nos sociétés, il n'y a pas toujours que du bon dans nos pratiques, que nous qualifions de culturelles. La réalité est qu'il n'y a qu'un seul monde, et c'est celui de l'homme. Cet animal debout, intelligent, qui mène une lutte permanente contre les lois impitoyables du temps et de la nature. Il arrive que certains hommes se trompent de cible et attaquent leurs semblables par des guerres, des invasions, des colonisations. D'autres, par contre, égoïstes, avides et repliés sur eux-mêmes, se croient être des types supérieurs, inaptes à aimer leur prochain, ou autre chose qu'eux-mêmes. L'égoïsme, l'avidité et le repli sur soi sont malheureusement à l'origine de certains instincts de conservation qui font naître des clans, des ethnies, des sociétés secrètes et même certaines communautés érigées en État. Tous ces regroupements ont une culture commune qui consiste en une tentative dramatique de marquer et de maintenir les limites du corps et du moi, d'imposer le sentiment d'appartenir à un groupe, d'être intact et cohésif par le procédé de la mutilation. Voilà donc un passage que j'ai pris comme ça au hasard. Merci beaucoup. Voilà. Qui théorise un peu ce que j'avais dit à l'entame de cette rencontre et qui donne dans le dos. Ceci n'est pas très positif si on cherche la cohésion dans la société, mais on verra comment finalement vos personnages vont apporter une solution, une réponse à cette question que nous avons posée, celle de la cohésion sociale. Merci. Entre-temps, mesdames, vous avez trouvé... Oui, alors nous allons commencer par Madame Komara. Je ne sais pas comment cette fois-ci. Voilà. Je vais vous lire un extrait de mon recueil de nouvelles à la condition. Je vous épargne la première partie.
La nouvelle s'intitule Mon secret. C'est un polygame qui nous partage le secret de la cohésion qu'il a pu mettre en place au sein de sa famille. Donc je vous lis que la fin. Et donc la suite est à découvrir. Comme l'a dit Madame Colli, on ne peut pas venir à un festival et puis ne pas retourner avec des livres. Donc moi je suis venue avec certains ouvrages et donc ceux qui sont intéressés pourront les acquérir. Je restais sans voix. C'est la première fois que je prenais mon petit déjeuner dans une atmosphère aussi détendue. Je partis au bureau plein d'interrogations. Le soir, je rentrais à la maison. À la descente, à peine descendu de la voiture, j'entendis un concert de voix en provenance du salon. Mes deux femmes étaient assises côte à côte, commentant un film. C'était comme dans un rêve. Était-ce l'effet de notre nuit magique? Habituellement, un silence de cimetière régnait dans ma maison quand je rentrais. Il y avait 2 salons en bas et chacune s'installait de son côté pour regarder la télévision. Ce soir, c'est même à 2 qu'elle vint m'accueillir à la porte. Ce changement me ravissait. Si cela continuait, ma vie de polygame serait heureuse. Tous les voyants sont allumés. Oui, on voit dans la salle des regards pétillants. Messieurs, ne rêvez pas trop. Hein? La polygamie n'est pas aussi idyllique qu'on l'a entendu, mais voilà, un exemple de cohésion sociale. Un moment qui peut arriver dans un groupe, dans une communauté, dans une famille, et qu'on appelle de tous nos voeux. Je m'en tiens à ce petit commentaire pour l'instant. Nous verrons comment cela va évoluer. À vous, Madame Anna Lee, de vous présenter. Merci, c'est Anna Lee, je suis une poétesse, je suis également éditrice et par ailleurs professeur de musique. Donc, le passage que j'ai choisi se trouve dans un ouvrage qui s'appelle L'Harmonie des destins. Donc, c'est des femmes qui se rencontrent dans un centre pour femmes, parce qu'ils ont subi des problèmes, pour se reconstruire. Et là, voilà, elles sont confrontées à de nombreux problèmes. Et à un moment donné, il y a la directrice du centre qui vient pour leur parler, parce qu'il y avait assez de problèmes, assez de tiraillements. Et c'est des femmes qui venaient de toute l'Afrique. Donc c'est ce passage-là que je voudrais lire, partager avec vous. Vous n'avez reçu ni la même culture, ni la même éducation. Sachez que le monde est ainsi fait. Il est une agrégation d'êtres différents les uns des autres, avec des préoccupations parfaitement différentes. C'est ce qui fait son charme d'ailleurs. Vous vous apaisantissez trop sur vos différences. Et là où on fait le culte de la différence, il y a une haute potentialité de différends ou d'antagonisme. La croyance en des différences irréductibles nous engage, sans que nous le voulions, sur une voie périlleuse et perverse qui conduit à amollir la notion d'universalité et même d'humain. Pour reprendre un savant de notre temps, à trop insister sur nos différences, nous allons forcément vers le dépérissement de ces notions si substantielles que sont l'universalité et l'humanité. Les différences les plus banales vont s'aiguiser et acquérir une envergure qui menace notre vivre ensemble. L'auteur de D'Ampoulen, l'enfant Paul, s'exprimait à ce propos en ces termes. Ce qui fait la beauté d'un tapis, c'est la variété de ses couleurs. Merci. Effectivement, ce qui fait la beauté d'un tapis, c'est la différence de la variété de ses couleurs. La différence, la variété de ses couleurs. Et je m'excuse parce que je n'avais pas de lunettes quand j'étais en train de lire. Alors, je retiens que cette enseignante, professeure d'école, évolue pour être professeure
de collège. Et entre-temps, elle change carrément de centre d'intérêt. Elle passe de l'enseignement du calcul, de la littérature, etc., de la langue, à l'enseignement de la musique. Elle reçoit en ce moment, je crois qu'elle finit une formation à l'École des Arts. Ça y est, vous avez soutenu. Parfait. Donc on va voir ce que ça va donner. Ça promet en tout cas de nouveaux accouchements. Merci, Madame Anali Ngaï. Nous allons finir cette série de présentations avec la Côte d'Ivoire, Monsieur Kwasi Kangoni. C'est la première fois que je prends la parole hier. Je voudrais remercier le modérateur, remercier les éminents professeurs qui sont utilisés. J'avoue que je me suis reconnu dans cette conférence de mes maîtres, parce que moi aussi j'ai fait des modèles. J'ai fait une thèse en 2005 sur le massif. L'anthropologie, la toponymie dans les œuvres romanesques de Jean-Marie Adiafi, de Maurice Madama et de Paul Akoto Yao. Il est vrai que je me suis éloigné de l'enseignement, mais chaque fois que je rencontre les enseignants qui débattent, je suis vraiment émerveillé. Et vous voyez, moi, vous avez fait un très beau métier. Et je voulais vraiment vous dire merci. Je voulais aussi remercier les aînés écrivains qui sont cités à la tête de panel hier, Beyrouth, Sami Tchak, Rose, et tous les grands noms. Et vraiment, je dis que c'était un honneur pour nous, pour moi personnellement, de les côtoyer. Et je me souviens de cette scène il y a très longtemps à Abidjan, à la librairie de France, où j'ai eu l'immense honneur de rencontrer l'auteur de l'aventure en musique, Cheikh Amilou Khan. Alors, pour la petite histoire, j'ai un ami, on était tous les deux, il avait un ticket pour aller au cinéma. Et lorsque je l'ai vu, je dis non, il faut que tu me signes quelque chose. Je lui ai dit, donnez-moi mon ticket. Il dit non, c'est pour aller regarder un film. Je lui ai dit, ça ne fera rien, tu regarderas la prochaine fois, donne-moi pour que tu puisses signer. Et ça a été un souvenir intéressant pour moi. Alors, nous avons l'habitude de venir ici, nous connaissons l'hospitalité sénégalaise. Et donc, ici, c'est notre maison, nous sommes chez nous. Et merci encore pour l'accueil. Je suis Pierre Kwasi Kangoni. En termes de production, c'est très modeste, 2 ouvrages. Le premier, bon, donc je n'ai plus trop parlé, parce que chaque fois que je dis les titres, ça sursaute. Ou alors, on s'écrit « Tu as osé », parce que le titre, c'est « Dans ce futur pays », aux éditions d'Armatan. Et le deuxième, c'est La rue 171, cette œuvre qui m'a permis d'être finaliste du Grand Prix littéraire en 2017, et qui m'a permis aussi d'être finaliste du prix au rang de la littérature en 2019 avec votre jeune compatriote Diallo, où on s'est retrouvé en France à l'invitation des organisateurs du prix. Alors, pour revenir à la question de madame, je vais juste prendre un passage pour le lire. En fait, la particularité de ce roman, c'est que le narrateur, sinon la narratrice, est la rue elle-même. Elle a été personnifiée, c'est la rue qui raconte l'histoire. Et qu'est-ce que la rue raconte? Elle raconte les histoires que les passants racontent. Elle a comme des oreilles, elle entend tout, elle a des yeux, elle voit tout, et finalement, elle ne fait que ressasser ce que les gens ont déjà dit. Alors, je suis au chapitre 5, un lieu d'échange et de vifs débats d'opinion. C'est un week-end où, après une semaine, 5 jours de labeur, des enseignants se sont retrouvés, des intellectuels se sont retrouvés dans un petit cabaret, en train d'échanger, comme d'habitude, ils ont l'habitude de faire le week-end. Est-ce que vous savez que nous, les rues, nous sommes des petites agoras? Est-ce que vous savez que nous, les rues, nous sommes des prétoires à ciel ouvert? Est-ce que vous savez que nous, les rues, nous sommes des espaces d'échange et de discussion? C'est très souvent que les problèmes qui agitent la société se retrouvent chez nous. Et croyez-moi, les débats entre amis ou groupes d'amis sont souvent très passionnés. Il arrive même que des débatteurs perdent leur sang-froid et en viennent aux mains, surtout quand les sujets ont trait à la politique nationale. Les partisans du parti au pouvoir et ceux de l'opposition s'emploient sans ménagement. Fuient-ils des amis dans la vie courante? Ah oui, quand les intérêts sont en jeu,
Quand la passion monte, toutes les règles de bonne conduite sont foulées aux pieds. Ces temps-ci, les sujets qui alimentent les conversations au pays des 1001 merveilles ne concernent pas directement la politique nationale. Pour autant, il ne manque pas d'intérêt. Il s'agit de la question du troisième mandat des chefs d'État en raison de l'actualité politique et sociale dans certains pays africains, de la menace terroriste et des drames de l'immigration clandestine. Il y a quelques jours, 2 intellectuels, des universitaires, ont eu un débat assez vif sur la dernière question. Assis dans un petit bar, ils causaient, ou plutôt ils discutaient avec des éclats de voix. Le monsieur en veste, volubile et très excité, parlait. Il posait des questions et il répondait parfois lui-même. Il se livrait à une sorte de géopolitique fiction. Voici un peu ce qu'il disait. Si les Occidentaux venaient à proposer aux Africains d'émigrer tous chez eux et de leur céder leur continent, naturellement, ces derniers s'en réjouiraient. Plus question de périr dans des embarcations de fortune. Mais il souligna qu'il n'est pas certain que 50 ans après, les Africains ou leurs enfants ne fassent pas le chemin inverse. Ils vont encore braver la mer pour redevenir des migrants en Afrique. L'homme en veste précisa à son collègue que ce n'était pas par complexe d'infériorité qu'il disait cela. Mais pour lui, le développement, c'est d'abord et avant tout un état d'esprit. C'est une question de mentalité. C'est une manière d'être et de faire. Si les Africains poursuivent-ils et migrent dans ces pays avec l'état d'esprit qui les anime aujourd'hui, 50 ans après, le développement se sera transformé en ruine et en désespoir. Les câbles téléphoniques auront été volés par les habitants pour leur usage personnel. Les cabines téléphoniques auront été saccagées et les faits emportés par des forgerons qui en feront des marmites. Les ordures ménagères auront envahi la chaussée parce que les maires se seraient montrés incapables de les ramasser. Le cadre de vie serait méconnaissable parce que les maires auront attribué tous les espaces verts à des promoteurs immobiliers pour construire des immeubles qui vont s'écrouler dès les premières pluies. Le métro et le TGV arrêteront de circuler parce que l'argent qui devait servir à leur entretien aura été détourné impunément par les dirigeants de ces entreprises. Le système d'électrification se sera arrêté parce que le dirigeant de service aura confondu lui aussi la caisse de l'entreprise avec sa poche. Le système éducatif se sera dégradé en raison des graves intempestives des étudiants et des conditions inadmissibles de travail des enseignants, sans compter la vétusté du matériel didactique et pédagogique. Le service de santé se sera transformé en mouroir pour les mêmes raisons. Les dirigeants politiques auront bradé leurs biens pour s'en acheter d'autres en Afrique. Ils sortiront leur argent pour venir les replacer en Afrique. Les glaciers seront retombés en ruine, faute d'entretien des bâtiments et des ascenseurs. Alors un matin, conclut-il, ces néo-européens viendront réclamer leur continent qui un temps aura été développé grâce à ces immenses potentialités. Le dire est-il une injure à la couleur de la peau des Africains, à leur intelligence? N'est-ce pas plutôt une prise de conscience? Interrogea-t-il lentement et discrètement avant de s'arrêter brusquement, comme interrompu par la réponse évidente. Merci. Vous êtes en train d'évoquer des faits d'une actualité brûlante. Je vois que déjà parmi les élèves, il y a des réactions. Vous voulez la prendre tout de suite la parole? Non? Non, pas du tout. Vous préférez nous faire des signes d'entendement, de compréhension. Oui. Alors merci, voici, de nous ramener à nos réalités. Et comme vous rappelez que, par ailleurs, ce sont des pans de réalité, que nous pouvons découvrir autre chose sous une autre plume, je l'espère. Et c'est l'occasion pour moi de demander à vos devanciers, vous prendrez la parole comme vous le voulez, pour dire ce que vous avez perçu dans ce que vous avez créé vos œuvres, lorsque vous avez pensé à cette cohésion sociale. Est-ce qu'elle existait véritablement ou est-ce qu'elle était à construire? Alors à vous, Merci beaucoup. Moi, quand j'ai vu l'harmonie des dessins, parce que quand même, c'est une cohésion. Parce que l'harmonie, par exemple, en musique, ça veut dire deux noms différents, mais qui ont la même résonance. Par exemple,
exemple, vous avez le piano, les touches blanches et les touches noires. Donc, par exemple, tu as le do dièse et le ré bémol, c'est le même son, mais c'est deux noms différents. Donc, moi, ce qui m'a motivé, ce qui m'a poussé à écrire cette œuvre-là, L'Harmonie des destins, c'est après un séjour au Maroc. Voilà. Parce que j'ai situé l'œuvre au Maroc. Après ce séjour-là, je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose qui puisse parler de cette cohésion sociale, de cette cohésion entre Africains. Parce que moi, je ne me voyais pas être au Maroc, à Mohamedia plus précisément, qu'on me dise que tu es une Africaine. Qu'un Marocain puisse m'appeler Africaine. Alors moi, ma réplique était, oui, je suis africaine, mais toi, tu es de quel continent? Tu es de quel continent? Moi, je suis africaine, je suis d'Afrique, mais toi, tu es de quel continent? Il dit non, mes grands-parents, j'ai des arrière-grands-parents qui étaient noirs, mais moi, tu sais, j'ai dit, mais toi, tu es un Africain qui n'a pas, qui est différent, qui n'a pas la même couleur de peau que moi, mais tu restes un Africain. Je lui dis, toi, est-ce que tu peux prétendre aller participer à la Coupe d'Europe des Nations? Pourquoi tu participes à la Coupe d'Afrique? Donc, vous êtes des Africains. Donc, après, j'ai réfléchi, en faisant une promenade, j'ai vu un centre, on a écrit centre, j'ai dit, bof, je vais prendre ce prétexte-là pour écrire L'Harmonie des destins. Donc, dans ce centre-là, je vais faire venir des femmes de partout, du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, et je vais trouver des noms significatifs pour pouvoir aborder ce problème-là de cohésion sociale. Mais pour pouvoir aborder ce problème de cohésion sociale, il ne s'agissait pas seulement de les faire venir et de les faire cohabiter ensemble. Il fallait aussi que ces femmes-là se heurtent à ces problèmes de différence, de difficultés et en quelque sorte d'afrophobie. Et c'est des femmes qui vont se faire guérir par une thérapie de groupe. Et après cette thérapie, elles sauront que ce qui les différencie, par exemple, vous avez un mot composé avec un trait d'union. Ce n'est pas parce que ces mots sont séparés, mais c'est pour les unir. Le trait d'union, c'est pour rattacher ces deux mots pour en faire un seul mot. Donc il fallait que ces femmes-là puissent être devant cette situation pour se rendre compte que ce qui les différencie n'est rien par rapport à ce qui les unit. Donc c'est pour ça que moi j'avais décidé d'écrire une harmonie des destins. Voilà. Une harmonie des destins pour lequel on a trouvé une thérapie de groupe. Thérapie de groupe qu'on appelle ici NEP. Oui. Pour un rien, on dit, mais on va te faire un NEP, toi, parce que tu as un esprit rebelle qu'on n'arrive pas à comprendre. Donc, on va organiser une séance une thérapie de groupe où on chante, où on danse et tu es au centre. Et comme cela, on va un peu t'exorciser. Alors, cette thérapie de groupe a donné des résultats positifs dans le livre. Oui, parce que cette thérapie de groupe, chaque femme devait écrire son histoire. Voilà. Et la lire devant ses camarades. Et cela montrait ce qu'il y avait de commun entre ces femmes-là, quels que soient les endroits d'où elles viennent. Merci beaucoup, Anali. Vous voyez, hein, les prétextes pour écrire sont très variés et parfois ils nous déroutent un peu. Est-ce que cela a été le même cas pour vous, Madame Komara, lorsque vous avez voulu faire découvrir dans la couleur de l'argent cette différence de provenance religieuse notamment, cette provenance de différence sociale, je pense à ces commerçantes que vous avez décrites dans votre ouvrage et qui n'étaient pas du même niveau en matière de richesse. Parlez-nous un peu de votre personnage principal.
et de la manière dont vous avez réglé ce problème de cohésion sociale. Merci, professeur. Au préalable, tout à l'heure, vous avez dit que les panels devaient plus ou moins se référer au thème central du festival. Hier, le dénoncé disait que pour écrire, ils étaient véritablement en conflit avec eux-mêmes avant de pouvoir trouver le thème dans lequel ils allaient se lancer, le thème qu'ils allaient développer. Personnellement, moi, je ne suis pas en conflit lorsque je veux écrire. J'ai un regard très large sur notre société et tous les faits réels de notre société m'interpellent. La preuve, cet ouvrage, La couleur de l'argent, je l'ai écrit il y a maintenant 7 ans. Mais dans cet ouvrage-là, j'aborde peut-être 6 thématiques. L'immigration et ses conséquences, l'excision et ses conséquences. J'aborde aussi un thème, pour rebondir sur ce que Mme Colli vient de dire, j'aborde aussi le thème de l'exorcisme en milieu musulman. En Côte d'Ivoire, mes premiers lecteurs ont été surpris de savoir que chez les musulmans aussi, il y avait de l'exorcisme. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'en parle pas beaucoup. On caricature le problème des djinns par mon mari de nuit, ma femme de nuit, et généralement les chrétiens arrivent à pratiquer des exorcismes pour débarrasser ces personnes-là de ce problème-là. Et mes premiers lecteurs ont été surpris de savoir que chez les musulmans, il y avait aussi de l'exorcisme. Donc du coup, ils sont retournés vers leur famille pour dire que, mais, en fait, cette fille que notre frère a épousée, qu'on a taxée de sorcière parce qu'on ne savait pas ce qui lui arrivait, mais elle est musulmane. Certainement qu'elle est habitée par un djinn, donc il faut qu'on retourne vers un imam pour pouvoir comprendre comment la libérer de ce fardeau-là. Et donc, une fois qu'ils vont abonder dans ce sens-là, je pense que la famille va retrouver un calme, la famille va retrouver une sérénité. Et pour parler par exemple de cet exorcisme-là, dans cet ouvrage, j'avoue que j'ai fait tomber toutes les frontières. Je fais voyager de la Côte d'Ivoire, je vais à Dubaï, je vais au Mali, je suis même venue jusqu'à Tivaouane pour pouvoir exorciser cette femme-là qui était possédée par un djinn. Et puis, les commerçantes aujourd'hui sont prêtes à toutes les pratiques mystiques, le mysticisme, pour pouvoir s'enrichir. J'en ai écouté. Pour pouvoir écrire ce livre, j'ai véritablement investigué. Je suis allée dans le milieu commerçant et j'ai posé beaucoup de questions et j'ai vu qu'elles arrivaient à des extrémités pour pouvoir s'enrichir. J'ai même rencontré aussi des jeunes gens. Donc, dans ce livre-là aussi, j'interpelle les jeunes gens qui sont prêts à vendre une partie de leur corps, et ça se passe en Côte d'Ivoire, pour avoir de l'argent. Donc, c'est le rôle de l'écrivain de les interpeller pour leur dire que ce ne sont pas des pratiques qui peuvent les amener plus tard à vivre en société de façon pacifique. Parce qu'il y a toujours le retour du bâton, il y a toujours le retour de l'autre face de la pièce qui n'est véritablement pas rose, qui est absolument noire. Et donc, pour parler de cohésion dans la littérature, je pense que l'auteur, à travers ses expériences, donne des pistes, donne des conseils, et le lecteur peut être amené, après avoir lu, à comprendre que ce fait que je vis dans ma société, dans ma communauté, pourquoi ne pas essayer ce que cet écrivain-là a dit? Ça va peut-être être la solution et puis nous permettre dans l'association ou bien dans la communauté de vivre en parfaite harmonie. Donc moi, je ne suis pas en conflit avec moi-même quand j'écris. J'aborde tous les thèmes et peut-être c'est pour cela que je suis véritablement une novelliste. Parce qu'on me dit, mais tu écris un roman avec 6 thèmes. Je dis, oui, mais je ne peux pas écrire sur un seul thème. J'y arrive pas. Et dans mes recueils de nouvelles, j'aborde tout. Et je parle de tout. Je parle d'inceste.
Je parle évidemment de polygamie. Je parle d'infertilité, qui sont des véritables problèmes dans nos familles. Je donne des solutions contre l'infertilité. Je donne des solutions contre le manque d'enfants dans des familles. Donc, j'aborde vraiment tous les thèmes et je pense que ce sont des pistes pour certains, pour créer l'harmonie au sein de leur famille. Merci. Merci beaucoup. Merci, Madame Komara. Ça vous donne envie de voir de quoi elle parle. Et je vous recommande ces ouvrages de toutes les façons. Nous sommes aujourd'hui dans un monde à la veille des élections, c'est toujours comme cela. On sait qu'il y a des sacrifices humains, des choses bizarres qui se passent. Mais vous avez des réponses qui sont dans les livres de nos écrivains ou qui sont dans les livres de personnes étrangères qui vivent parmi nous et qui finissent par nous connaître bien mieux que nous-mêmes. On n'a pas besoin d'être africain pour parler de l'Afrique. Ce n'est pas un domaine réservé aux Noirs ou aux Maghrébins. D'accord? Voilà. Merci en tout cas, mesdames. Mamadou Samb. Alors, si Madame Komara et Anali nous font visiter toute l'Afrique, alors vous, comment vous nous faites revenir à la suite de toutes les pérégrinations auxquelles vous nous invitez? Comment vous nous faites revenir à cette cohésion sociale, familiale? Merci beaucoup, professeur. Moi, je vais tout décevoir. Parce que j'ai un problème à chaque fois qu'on me parle de l'auteur en tant que médiateur d'une cohésion sociale. J'ai toujours des problèmes par rapport à ça. Parce que, je ne sais pas, mais je me donnerai trop de prétention à vouloir être un médiateur dans une société comme si j'étais au-dessus, ou bien que je connaissais plus que les autres, ou bien que je possédais la science qui me permettrait de donner des leçons aux autres. J'ai ce problème-là. Je suis un observateur de la société, comme tout le monde. J'observe la société, je vis dans la société, je parle de ma société. Mais je me garde de donner des leçons. Et je m'explique par rapport à ça. C'est-à-dire que quand on dit un médiateur, un médiateur, c'est quelqu'un qui a des prérogatives, qui a des compétences pour pouvoir être un intermédiaire entre des personnes en conflit ou bien des sociétés en conflit et qui essaie de leur donner des leçons ou bien qui essaie de les aider à avoir ce qu'on appelle leur propre solution. C'est ça un médiateur. Et quand on parle de conflit social aussi, j'ai le problème. C'est-à-dire, quand on parle par exemple de cohésion sociale, c'est comme si l'auteur en tant que tel est capable, n'est-ce pas, à partir de ses livres, de créer une cohésion sociale. Ça aussi, c'est des questions que je me pose. Je ne suis pas sûr. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est d'être un acteur de la société et de parler de la société en tant que membre de la société, en tant qu'observateur. Souvent, je m'arrête à cela et je laisse aux autres le soin de juger et de trouver des solutions. Je donne, par exemple, comme exemple, quand on dit par exemple que le livre est acteur de cohésion sociale ou bien médiateur de cohésion sociale, je me dis, est-ce que le contraire est possible par rapport à un livre? Est-ce que le livre peut détruire? C'est une question que je vous pose. Effectivement, il y a des livres qui ont détruit. Il y a des livres qui ont détruit. Prenons par exemple un livre comme Mein Kampf, par exemple, qui a été écrit pour diviser la société, pour créer une race supérieure par rapport à d'autres. Il y a aussi des livres qui ont bouleversé des convictions.
Je ne les juge pas. Prenons par exemple le cas de Salman Rushdie, qui a écrit un livre qui a bouleversé des consciences. Que ça soit vrai, pas vrai, ce n'est pas mon rôle de juger cela. Mais c'est pour dire tout simplement que par rapport à des livres qui détruisent, est-ce qu'on peut créer des livres qui unissent? Est-ce que l'écrivain en tant que tel a la capacité et la possibilité d'unir à travers ses écrits? Je pense que c'est possible. C'est possible. Mais est-ce que c'est son rôle? Est-ce que c'est un rôle qu'on lui donne de dire que c'est un écrivain, il doit unir, c'est un écrivain, il doit donner des leçons, c'est un écrivain, il doit convaincre? C'est ça le problème qui se pose. Parce qu'on voit souvent des personnes qui sont beaucoup plus écrivains par leurs paroles et leurs gestes, leurs faits et leurs mouvements qu'écrivains par rapport à ce qu'ils ont écrit. Ça, c'est la réalité. La réalité. Moi, j'ai connu des personnes qui, à travers le monde, on parle partout d'eux, mais ils ne vous montreront jamais un livre qu'ils ont écrit correctement. Hein, ça, c'est clair. Hein? Alors là, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, nous sommes dans une forêt, comme on dit, que le bouki, hein? Où chacun s'exprime à sa façon. Mais le problème qui se pose, c'est que à chaque fois, Madame le professeur, quand on pose cette question-là, j'ai des frissons. Je me dis que est-ce que moi, Mamadou, j'ai le droit de donner des leçons ou bien de convaincre? Parce qu'il y a un philosophe qui disait convaincre, c'est vaincre un con. Hein? Or, nous sommes tous des membres de la société. Chacun a son point de vue par rapport à ce qui se passe. Chacun peut s'exprimer en disant que voilà, moi, comment je décris la société, comment je vois la société, comment je vis la société. Mais est-ce qu'on a le droit de dire à l'autre, ce que vous faites, c'est pas bon, c'est ça qu'il faut faire? C'est une question que je vous pose. Et je vais vous donner une réponse en citant un de nos auteurs. Le premier ouvrage de Mamadou Samb que j'ai découvert et que je me suis empressée d'étudier avec mes élèves en classe de 3e chaque année, c'était de Pulpe et Dora. De Pulpe et Dora. Un livre que personne n'osait présenter aux élèves parce que le personnage principal est une prostituée. J'étudiais toujours la première page où l'on décrit une élève qui est au premier rang et que le professeur lorgne bien malgré lui. Elle a des formes pleines, elle n'en est pas consciente, il y a une hanche qui déborde d'une robe déchirée, il y a autre chose qui s'aperçoit quand on est en face, de l'autre côté le sein déborde, et la petite, toute ingénue, ne se rend même pas compte du mal qu'elle fait aux uns et aux autres. Parce qu'autant elle en fait au professeur, autant les élèves autour, hein, messieurs, vous savez de quoi je parle. Hein? Tout le monde en profite. Voilà. Et cette page-là permettait tout simplement de rappeler que les personnes que l'on juge ne sont pas fautives le plus souvent. Cette petite, elle est tellement pauvre qu'elle ne peut porter que les chiffons qui restent dans ce que ses cousines veulent bien lui offrir. Elle a répondu au professeur qui lui disait « Si tu cessais de montrer tes jambes, etc., tes cuisses », elle lui a répondu. Elle s'est retrouvée dehors. Alors, Mamadou, le thème c'est un livre, le livre, un médiateur de cohésion sociale. Ce n'est pas un auteur médiateur de cohésion sociale. Parce que dans le livre, l'écrivain peut se cacher derrière les personnages. Mais c'est lui le mariénotiste. Mais oui, c'est lui qui fait jouer les personnages. Et en ce point précis, la leçon que vous avez donnée au professeur, à tous ces hommes qui sont tentés par le diable tous les jours,
Les élèves sont tellement jolis. Vous aussi, vous êtes très beaux, hein? Nous, les profs femmes, nous voyons aussi les beaux garçons. Ne vous en faites pas. Mais les filles sont jolies. Elles sont l'objet de toutes les tentations, de toutes les convoitises. Et Mamadou Sam, dans Deux pulpes d'orange, nous rappelle à l'ordre comment cette élève, devenue étudiante, tombe dans la débauche, on va dire, pour payer ses études et nourrir un enfant. Mamadou, vous êtes, malgré vous, des donneurs de leçons. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, vous êtes des donneurs de leçons. Parfois, vous allez dans un sens et vous entraînez tout le peuple dans la boue. D'autres fois, vous allez dans un autre sens et vous nous entraînez dans la forêt de Casamance. Forêt de Casamance que nous allons redécouvrir avec Anali. Anna, qui nous amène au Maroc, où elle réunit des femmes qui viennent d'horizons très divers, mais qui nous amène en Casamance pour nous faire découvrir une certaine vie en parfaite entente, un modèle qui pourrait servir à tous les peuples qui cherchent à être unis. J'aime bien qu'on revienne à ce modèle de Casamance, mon pays, bien sûr, mais ce n'est pas que pour ça, parce que c'est un pays que je ne connais pas du tout. Elle le connaît mieux que moi, par exemple, et Mamadou Sam le connaît peut-être encore mieux que moi. En tout cas, André-Marie le connaît beaucoup mieux que moi. C'est vous dire, hein? Mais en Casamance, il y a des peuples qui sont voisins et qui vivent parfois en si parfaite cohésion qu'il n'y a pas de frontière entre les religions. Le mariage interreligieux se passe très très bien. Les musulmanes oublient qu'elles sont musulmanes pour se marier avec des chrétiens et ça ne pose aucun problème. Pour finir, on se retrouve dans un même cimetière. Vous êtes emballé dans un linceul, l'autre est emballé dans un costume, mais vous êtes côte à côte dans le même cimetière communal. Il y a encore quelques villes qui ont cette prérogative d'unir jusque dans la mort des personnes qui sont très différentes les unes des autres. Et vous avez eu une manière très originale d'aborder ce problème et de montrer cette cohésion sociale possible. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, professeur. Vous m'emmenez dans l'oreille du sud de l'oracle d'Enki, qui est un roman où le prétexte, c'est l'infertilité des sols. Donc, c'est un village qui s'appelle Oukat El Ampay. C'est un nom très significatif qui est en Diola Kassa. Oukat, ça veut dire laisse, et Lampay, c'est la lampe. Laisse la lumière jaillir. Donc, ce village s'appelle Oukat El Ampay, où il pleut beaucoup. Les pluies sont abondantes, mais la terre ne produit pas. Il faut chercher pourquoi cette terre-là ne produit pas. On va organiser des séances de prière aux dieux. Ils ont tout fait, ils sont allés même dans le village voisin consulter le devin pour voir ce qui n'allait pas. Alors, monsieur le devin leur dit que c'est une union qui va régler le problème. C'est le fils d'un roi qui doit se marier à la fille d'un conservateur de bois sacré. Donc, ils ont tant cherché, ce peuple n'avait plus de roi depuis plus de 15 ans, il n'y avait plus de roi. Celui qui devait succéder au roi est parti en Europe, a marié une blanche, a fondé sa famille là-bas. Donc, où est-ce qu'on va trouver ce fils de roi? Ils ont essayé une première tentative, ça n'a pas marché. Ils retournent voir le devin qui leur dit non, vous n'avez pas trouvé la fille de roi. La fille de roi est le fils du conservateur du bois sacré. Maintenant, ils vont se dire, donc on va se résigner. On va organiser une séance de prière.
Maintenant, les musulmans vont prier à la mosquée. Les animistes vont dans le bois sacré. Les chrétiens à l'église, mais au même moment. On va prier au même moment. Donc, toutes ces communautés-là ont prié au même moment, mais pour se retrouver après sur la place publique pour partager un repas. Donc, c'était juste pour montrer qu'en Casamance, au sud, comme l'a dit tantôt le proviseur, le mariage interreligieux, le dialogue des cultures, ça existe bel et bien. Moi, je suis issue de ce métissage-là. Parce que quand on dit Anali, on pense patati, mais Anali est catholique, avec des parents musulmans, avec d'autres qui sont animistes, n'est-ce pas? Mais on vit toujours dans cette cohésion-là. On ne sait pas qui est la fille de qui est le fils de qui. Le musulman peut aller prendre femme. Moi, j'ai mes 2 garçons, j'ai 2 Mohammed. Et qui sont musulmans aussi. Et c'est moi j'ai élevé mes garçons qui ont fréquenté une école catholique. Mais quand je les inscrivais, j'ai dit au préfet, mes enfants sont musulmans, ils ne font pas la catéchèse, alors que moi, la maman, je suis catholique. Donc c'est dans ce cadre-là, c'est vraiment ce qu'on appelle la cohésion sociale. Et bizarrement, mon fils, quand je suis allée l'inscrire au collège Yassine Thiandoum, on entre dans le bureau du préfet, il me dit, maman, regarde le Seigneur. Il a vu le crucifix, il me dit, maman, regarde le Seigneur, c'est le Seigneur. J'ai dit, oui, c'est le Seigneur, mais c'est mon Seigneur à moi. Et j'ai fait sortir mes enfants pendant 2 années pour les mettre dans un dara à Tuawan pour qu'ils puissent apprendre le Coran. Parce que je me dis qu'il faut laisser cette liberté aux enfants, aux êtres humains. Ils auront le temps de choisir, comme moi j'ai eu le temps de choisir. Parce que moi, il y a 20 ans, j'étais Ibadur Rahman. Oui, j'ai appris le Coran, bien qu'étant né dans une famille où il y a des catholiques et des musulmans. Mais en grandissant, j'ai choisi mon chemin, qui est celui de ma mère. Voilà. Donc c'est pour ça que dans toutes mes œuvres, il y a cette présence de cette cohésion sociale. Pourquoi cela doit être un problème quand je vois un musulman qui quitte la religion musulmane pour devenir catholique et cette personne est persécutée, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal aussi qu'une personne puisse quitter la religion catholique et devenir musulman et que cette personne-là soit persécutée. Ce n'est pas normal, il faut cette liberté. Et c'est à nous de soulever ces barrières-là par l'écriture. Mamadou Samb, je suis désolée, mais quand tu me parles de médiateur et tu dis que ce n'est pas un donneur de leçons, le médiateur est d'abord marqué par une neutralité. C'est une personne qui est neutre qui est là, qui donne la parole aux différentes parties et qui juge sans parti pris. C'est ça le rôle d'un médiateur. Et nous sommes des donneurs. Par exemple, l'écrivain, c'est le miroir de la société. C'est un donneur de leçons qui se cache derrière ces personnages. Pourquoi ces leçons ne sont pas acerbes? Parce que tu lis un livre, tu t'appropries un conseil, une réprimande, mais c'est moins dur parce que là, on ne sent pas l'index, la subjectivité. Donc le livre, a cette capacité d'aplanir toutes ces subjectivités pour nous permettre de nous rendre compte qu'on peut régler ce problème à partir de ça. Parce que si moi, en tant qu'auteur, je ne te donne pas mon livre, je viens te dire, Mamadou, il faut faire ceci, tu vas dire non, Anna me déteste et tout. Mais le livre n'est pas capable de te détester. Voilà, merci beaucoup. Ah ben, ça c'est plutôt bien dit. Et ça va donner à réfléchir à Mamadou Samb, qui va se regarder avec un autre miroir, voilà, et qui va se découvrir. Parce qu'en matière de leçons et de belles leçons données, il n'y a pas mieux que lui. Ouais. Alors, je reviens à M. Kwasi Kangoulou. Alors, vous avez voulu mettre en lumière les soubresauts de nos sociétés
à la lumière des appétits politiques. Vous avez voulu rappeler que l'Afrique est secouée par toutes ces tendances, tous ces appels. Et j'ai rappelé au début que vous nous replaciez dans une réalité cruciale. Vous savez qu'hier, on a failli annuler beaucoup de manifestations à cause d'un appel. Les uns diront à l'insurrection, les autres diront à l'éveil. Vous le savez. Alors, dans vos créations, quand vous écrivez vos livres, comment est-ce que vous jouez sur ces tableaux-là pour ramener ou pour attiser pour ramener la cohésion sociale ou pour attiser la guerre? À vous. D'accord, merci bien, professeur. Je pensais même que ça allait oublier le débat, donc c'est difficile de la peine. Donc, pour venir à votre question, en réalité, il y a quelqu'un qui disait que après des crises comme ce que nous avons connu par exemple en Côte d'Ivoire, une celle que nous avons connu en Côte d'Ivoire, et après par exemple le génocide au Rwanda, il y a beaucoup de production littéraire. C'est une très bonne chose pour essayer de comprendre, pour essayer d'expliquer, mais je pense que, en tout cas de mon point de vue, il faut se situer dans l'anticipation. Dans l'anticipation. Il vaut mieux alerter, il vaut mieux prévenir. Et en écrivant de cette façon-là, c'est pour interpeller. Parce qu'en réalité, tout ce dont on parle, ce sont des problèmes de gouvernance. C'est pour vous dire que si nous voulons avoir de la cohésion sociale, si nous voulons œuvrer réellement de la cohésion sociale, il y a des éléments dont il faut tenir compte. Et ces éléments-là, il suffit d'écouter la rue. La rue. Parce que je disais que le roman est. Le narrateur, c'est lui-même. Et qu'est-ce que les personnes disent? Qu'est-ce que la population dit? Donc il faut prêter attention à ce que le peuple dit. Et en écoutant, cette attention à ce que le peuple dit, on œuvre à la cohésion sociale. Et donc, le résumé, c'est vraiment dans le sens de l'anticipation. Parce que il faut prévenir, il faut anticiper sur les décisions, sur ce qui peut advenir pour préserver la cohésion sociale. Mais je sais quand même que la réceptivité est limitée. Parce que ceux qui. c'est pas tout le monde qui entend cette oreille. Ça, j'en suis conscient. Parce que même de façon structurelle, la réceptivité des œuvres est bien faible parce que nous sommes dans des pays où il y a un très fort taux d'analphabétisme. Quand on écrit, bon, généralement, c'est pour une église, un jubilé. Bon, on a 47% de taux d'alphabétisation. Ça veut dire qu'on a plus de 50% qui ne savent pas lire, qui ne savent même pas ce dont on parle. J'ai dans une vie antérieure, j'étais dans une province, là où les populations continuent de penser qu'il est de la générosité du gouvernant de construire une école, il est de la générosité de bâtir, de donner les populations de santé de base. Alors vous voyez comment ça s'écart de niveau de compréhension et de lucidité, il est très évident que bon, ça ne peut pas aller. Et donc, le résumé, c'est dans le sens de l'anticipation que j'aurais pu lire ces choses. Merci. Voilà, merci. Ça nous rassure, parce que le tableau était bien sombre. Et une fois que vous avez cette explication de M. Kwasi, à vous la parole, les élèves d'accord. Si je ne vois aucun doigt levé, je ne vais pas me fâcher longtemps, mais je serai bien déçu. Les élèves. Il lève le doigt, si on peut avoir le micro. C'est où? Un garçon. Qui sauve. Micro pour un garçon. Sauve la mise. Approchez-vous, mademoiselle. Je vais vous donner mon micro. Voilà, allez-y là-bas. Futur écrivain. Asseyez-vous, vous vous présentez et vous intervenez, vous posez votre question.
Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour de m'avoir donné la parole. Je réponds au nom de Astoukan, apprenante en deuxième année en management des produits et services culturels à l'ISEP-Thiès. Je suis là en tant que stagiaire. Je voulais juste donner mon opinion, à savoir, si un livre ne sert pas à faire la médiation dans une société à autre, d'enseigner, de nous pouvoir donner des valeurs, renforcer notre culture, à quoi sert d'écrire alors? Et je vais m'adresser ma parole aussi à mes frères qui sont tous là. Nous avons eu la chance d'être présents à la première édition du Festival international de littérature de Dakar. Et nous ne savons pas si on serait ici demain. Donc, je sais que vous tous vous animez de questions et vous avez aussi besoin de savoir. N'ayez pas peur de faire des fautes. Si vous avez des questions et vous avez l'opportunité d'exprimer vos questions, il faut exploiter cette opportunité. Ma question est la suivante. En tant que jeune littéraire et écrivaine, comment pouvons-nous orienter nos regards de manière efficiente et pragmatique pour qu'on puisse avoir une littérature qui peut s'unir l'Afrique en tout entière? Merci à vous tous. Cela vous donne un peu de courage, monsieur. Non pas en tant que coordinateur. Pour un peu parler, excusez-moi, je vais intervenir, non pas en tant que coordonnateur des panels, mais en tant que participant. Juste parce que je me sens interpellé par l'intervention de mon ami Mamadou Samb. Je pense que l'année dernière, quand le jeune Bougat a gagné le prix Goncourt, je pense, quelque temps plus tard, il a été vilipendé au niveau de la presse, au niveau des réseaux sociaux, et on l'accusait de faire l'apologie de l'homosexualité. Ça m'a fait énormément mal. Les gens qui suivent ma page savent que je l'ai défendu comme un acharné. Alors que Mbougar, je ne l'ai jamais vu. Chaque jour, j'avais un article où je le défendais bec au ongle. Et quelqu'un, un ami, un proche, m'a dit, mais c'est pas possible. Mais comment tu peux croire en Dieu et défendre ce garçon? Je lui ai posé la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il me dit, il fait l'apologie de l'homosexualité. Je lui ai posé une question, Mamadou Samb, vous m'excuserez. Je lui ai dit, est-ce que vous connaissez M. Mamadou Samb? Il me dit oui. Est-ce que M. Mamadou Samb est un proxénète? Il me dit non. Mais pourtant, le livre de Mamadou Samb, celui qui a permis à Mamadou Samb d'être connu, s'intitule De Pulpe et d'Orange. Et le personnage principal est une prostituée. Est-ce que parler de la prostitution, faire d'un personnage principal une prostituée, fait de Mamadou Samb un proxénète? Il me dit non. Alors, les écrivains sont libres de leur thème, sont libres de choisir un thème. Moi, j'ai écrit un livre où le personnage principal, c'est le démon, la femme du démon. Et je remercie Mme André-Marie Diagne qui est venue à Guédiawaye pour la présentation de ce livre. Autre chose également, je pense en France, on a voulu me faire parler du racisme. Je dis que moi, je suis sénégalais. Je ne connais pas le racisme. Je n'ai jamais été confronté au racisme, donc je ne peux pas parler du racisme. Cela est d'autant plus vrai que moi, les langues que je parle au Sénégal, il n'existe pas un mot qui signifie racisme.
le Wolof, le Mandingue, que je parle, que je comprends, il n'existe pas un mot qui signifie raciste. Pour parler de racisme, pour désigner quelqu'un comme étant un raciste, il faut construire toute une phrase pour que les gens puissent comprendre que tu parles de quelqu'un qui désigne les gens, qui catégorise les gens selon la couleur de leur peau. Ici, les gens sont utiles à la société ou bien nuisibles à la société. Et on les considère comme tels. Alors merci. Alors, ce que tu voulais dire que ton père est un imam. Mon père. Son père, c'est un imam. Non, mon père, c'est parti de la famille Si. Et il fait partie des lignées de Moukhadam. De Moukhadam Tidjane. Moi, je suis Tidjane. J'ai presque le grade de Moukhadam Tidjane. Je ne l'ai pas encore. J'ai fait le pèlerinage à la Mecque. J'en ai pas l'air. Mais je suis extrêmement tolérant en matière de croyance. Voilà, merci beaucoup. Une question ou deux ont été posées par cette jeune stagiaire du milieu culturel. Et je sais que vous avez envie de lui apporter une réponse. Donc je me trompe. Mamadou Sam d'abord, ensuite une des deux dames, ou monsieur voici. Ah bon, donc ce sera Mamadou Sam et Madame Komara. Un élément de réponse. Et nous finirons sur cette note. Merci beaucoup, Madame la Professeure. Je pense que je vais commencer par dire que merci pour ce que vous avez dit tout à l'heure. Et merci à Anna aussi. Je pense que vous me rejoignez dans ce que je tiens à vous dire. Peut-être d'une autre façon. C'est pour dire tout simplement que voilà la question qui a été posée par cette jeune demoiselle qui nous dit un livre, si ça n'est pas éveillé, si ça n'est pas conscientisé, à quoi ça sert? Mais je pense que je vais donner des exemples. Par exemple, ce livre que j'ai écrit qui s'appelle L'échappe des jumelles. Je l'ai écrit parce que tout simplement à la suite de ce qui s'est passé avec le bateau Joola, il y a eu 2000 personnes dans l'eau encore, des naufragés. Et vous passez dans toutes les écoles, vous demandez aux enfants, est-ce que vous connaissez l'histoire d'un naufrage? Les enfants vont vous parler du Titanic. Or, le Titanic, comparaison par comparaison, parce que je ne vais pas vous donner des chiffres, mais le bateau Joola, par rapport aux chiffres, est 15 fois plus meurtrier que le bateau le Titanic. Vous allez me dire que c'est 2000 personnes au niveau du bateau Joola, et vous avez pour le Titanic après 1600 personnes, mais compte tenu du nombre de personnes qu'il devait y avoir dans le Titanic, et le nombre de personnes qu'il devait y avoir dans le bateau Joola, qui est de 500 personnes, 600, plus donc, c'est-à-dire l'équipage et tout, si on fait des calculs statistiquement, le bateau Joola a été 15 fois plus meurtrier que le Titanic. Alors, vous demandez à nos enfants, vous connaissez un naufrage, ils vous diront que nous connaissons le Titanic. Et pire, vous leur demandez, qu'est-ce que vous avez retenu dans ce film que vous avez vu? Ils vont parler de Jacques et de Rose. Oui, parce que tout simplement, c'est fait sciemment. Ils ne se rendent pas compte que dans le bateau, le Titanic, qui a connu à peu près presque 3 heures pour sombrer, à peu près,
les morts tombaient comme des mouches, les personnes tombaient comme des mouches dans l'eau. Et les enfants n'ont rien vu, sinon Jacques et Rose. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre-là, où j'ai parlé donc du bateau de Joola, mais en essayant de faire à peu près comme ces grands sociologues et psychologues qui ont fait un film sur le Titanic, en mettant à l'intérieur l'histoire de deux jumelles. J'ai parlé comme ça va faire du temps. Un peu. Voilà, donc l'histoire de deux jumelles qui sont dans le Fouladou, quelque part vers Kolda, pour ceux qui connaissent le Sénégal. Et ces deux jumelles, l'une d'entre elles est tombée amoureuse d'un jeune vétérinaire qui est venu en stage dans le village. Et vous savez par exemple que dans ces milieux-là, il est très important de conserver chez la fille une chose extraordinaire, c'est, je ne vais pas le citer. Voilà, elle l'a dit, la virginité. Et malheureusement, ça dit perdre sa virginité dans ce milieu-là, c'est attirer en soi tous les problèmes du monde. Pour soi d'abord, pour sa famille et pour tout le groupe, la communauté. Donc, tout est parti de là. Donc, cette histoire-là des deux jeunes filles, et bon, ça va être trop long, c'est à la fin. Mais c'est pour dire à mademoiselle qu'on ne lit pas un livre pour ne rien apprendre. Je le disais, et je l'ai une fois dit, peut-être, madame le professeur, vous vous souvenez, j'ai dit que si j'écris le livre, pour que celui qui lit le livre n'apprenne rien du tout, c'est pas la peine que j'écris. Mais, attention, je me garde d'être un donneur de leçons. Je me garde d'être un donneur de leçons. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Merci Madame le professeur. Je pense que M. Samb va finir par nous rejoindre. Parce qu'il a dit qu'il a commencé maintenant à écrire des contes. Et je pense qu'à la fin de chaque conte, si c'est la même méthode qu'il utilise, à la fin de chaque conte, il y a une morale, il y a une leçon qu'on donne. Et cette leçon-là, ou bien cette morale-là, peut permettre à un lecteur de régler une situation donnée. C'est vrai qu'on ne peut pas être des médiateurs, on n'est pas forcément des donneurs de leçons, mais à travers nos écrits, je pense qu'on donne des conseils. On a des pistes qui peuvent être des solutions pour certains de nos lecteurs. Je pense que c'est de cette médiation-là, je pense que les organisateurs voulaient parler, mais vraiment pas le médiateur en tant que tel. Et comme l'a dit tout à l'heure ma jeune consoeur, le médiateur, normalement, il ne prend pas position. Il écoute les protagonistes et puis il essaie d'apaiser. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'écrit pas pour écrire, on n'écrit pas que pour distraire. Je pense qu'au sortir d'une lecture, on doit toujours retenir quelque chose. On s'enrichit toujours. Si c'est un conseil, tant mieux. Si c'est la découverte d'une région, parce que moi, dans mon livre, quand j'ai voulu situer, par exemple, l'exorcisme à Tivaouane, je me suis documentée. J'ai découvert. Et les Ivoiriens qui me lisent aujourd'hui dans la couleur de l'argent, ils me disent « Ah d'accord, donc au Sénégal, il y a tout ça, il y a le Mont Roland et tout. » J'ai dit « Oui, si vous voulez aller découvrir le Sénégal, commencez par lire mon livre et puis bon, vous verrez. » On retient toujours, on s'enrichit toujours après une lecture. Donc, la jeune dame, si vous voulez vous lancer dans l'écriture, à travers votre vécu de jeune, il va falloir, après avoir écrit, donner des conseils aux jeunes de ta génération qui vont certainement t'écouter. Ils ne sont pas obligés de suivre tes conseils, mais tu en parleras peut-être sur 10, il y a un qui va suivre ce conseil-là, qui pourra améliorer sa vie, qui pourra créer la cohésion au sein de sa famille. Merci. Nous allons finir avec une percée dans le
cinéma qui a été faite il y a bien longtemps par Ousmane Sembène. Ousmane Sembène, dont nous savons que c'est un écrivain, tout d'abord, un autodidacte qui n'a pas poussé loin les études, mais quand même qui avait des choses à dire et qui a tenu à les dire. Un éveilleur de conscience et qui a tenu à ce que tout ce qu'il racontait soit compris et partagé par les groupuscules qui étaient formés par les autochtones au Sénégal. Et il a fait du cinéma la prolongation de sa tribune d'écrivain. Chacune de ses œuvres, il en a fait un film. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'écharpe des juments, les livres des uns et des autres, pourraient être partagés par ces groupuscules. Si on en faisait des pièces de théâtre dans les langues nationales, en français, en anglais, si on en faisait des films, Ousmane Sembène l'a réussi, nous pouvons le réussir. Et c'est pour cela que dès demain, vous êtes invités à la première. Ah, est-ce que j'ai le droit de faire la pub? La première, non, de Rabi, qui est une adaptation d'un roman de l'écrivain que l'on connaît sous le titre de Colonel Mouma Gueye, qui a proposé sous forme de roman La malédiction de Rabi. Et demain au théâtre Sorano, sur invitation. Arrangez-vous pour avoir les invitations. Je ne sais pas où vous allez les chercher. Il y a des gens de la direction du livre par là. Il y a le directeur du centre culturel. Sur invitation, donc c'est gratuit, dès que vous avez le papier, eh bien vous allez voir au théâtre Sorano, Rabi. Ceux qui lisent en Wolof ou ceux qui parlent Wolof pourront enfin découvrir l'histoire de Rabi. Je vous remercie, vous qui avez bien voulu partager avec ce public. À Sorano, c'est 20h. Voilà. Et je vous remercie. Bon appétit. On se retrouve de l'autre côté. Merci, madame. Merci tout le monde. Merci. Cet après-midi, ce sera à l'Est français de Dakar. Et puis autres panels se feront là-bas. Je ne puisse pas venir tout à l'heure. Merci, madame. Merci. Je voudrais également profiter de l'occasion pour présenter notre ami Moustapha Ndiaye, qui est un grand écrivain, qui est également le promoteur du festival du livre de Salon du livre de Thiès. Le premier salon a été organisé dans une région de Dakar, de Grand Michel. Et c'est lui également qui représente les écrivains au niveau de la SODA, la Société des auteurs. Donc, c'est extrêmement important. Et c'est que l'on a mis la ville de Thiès à 70 km de Dakar, je pense. 70 km de Dakar. Et ça veut dire aller venir. C'est du plaisir à t'entendre. Il répond toujours à la fin du livre. Voilà. Donc, cette matinée se termine ici. Et cet après-midi, nous aurons deux autres panels. L'un qui sera, je pense, modéré par le frère Bozzo, l'autre par Amour Lamissa, je pense. Et cet après-midi également, nous aurons invité Slavo pour une séance de déclamation. J'adore le Slavo. Voilà. Merci. Ce sera au centre culturel. Il faut le dire. Merci d'être venu. Vous êtes là depuis le matin. Et nous vous en remercions vraiment. Prochaine technique, vous pouvez vous asseoir. Prochaine technique, on le sent.